C'est un honneur pour moi, Monsieur le Président, de participer à cette table ronde intersection de haut niveau sur l'incompatibilité entre la démocratie et le racisme. Je tiens à remercier Monsieur le Président du Conseil des droits de l'homme d'avoir convoqué cette intersection, aussi remercier le Haut Commissariat de l'avoir organisée. Permettez-moi d'abord, Monsieur le Président, en propos préliminaire, de rappeler que cette année marque le 100e anniversaire de la Convention, pierre angulaire du cadre juridique international visant à prévenir et à combattre le racisme racial. Le 100e anniversaire est l'occasion, cela a été rappelé, de renouveler notre engagement en faveur d'un monde où tout le monde est traité au même pied d'égalité, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, d'ascendance. Le 21 mars passé, le comité a lancé sa campagne Answer 60 pour souligner l'importance fondamentale de la Convention et stimuler les discussions et les pratiques efficaces et innovantes. Je voudrais ici, avec votre permission, Monsieur le Président, inviter les États partis à la Convention à participer activement à la commémoration de haut niveau qui est prévue le 4 décembre lors de la 100e session. Démocratie et racisme. Prenons-en à la question qui nous occupe. Commençons par ce qui est communément admis, à savoir que la démocratie est généralement définie comme une forme de gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple. Toutefois, il ne s'agit pas simplement de la règle de la majorité, mais plutôt d'un État qui devient véritablement démocratique, lorsque les droits de tous, y compris les minorités, sont pleinement engagés. Ces caractères essentiels comprennent l'état de droit et le transfert pacifique du pouvoir à l'opposition d'aujourd'hui pour devenir les dirigeants de demain. Démocratie et défi de la diversité. Nous devons tout d'abord admettre et accepter le caractère fondamentalement pluraliste de nos sociétés modernes. De ce fait, toute tentative ou déni d'hétérogénéité culturelle de nos nations, de nos cités, de nos quartiers, conduit à produire des mécanismes d'exclusion de certains groupes de population. La démocratie, par son essence, devrait garantir la participation et la représentation de tous les citoyens, indépendamment de leur origine. Cependant, la diversité, qu'elle soit culturelle, ethnique, religieuse, tend à être ressentie dans le discours politique comme une menace à la culture dominante, notamment en période électorale, où se développent des narratifs clivants s'ils font des idéologies racistes, suprémacistes et extrémistes. Dans une recommandation générale conjointe du CEDRE et du Comité des travailleurs migrants portant sur la xénophobie, il a été notamment relevé que les récits jouent de plus en plus un rôle important, en particulier pour alimenter le racisme et la xénophobie. La désinformation et les discours politiques polarisants tendraient à instrumentaliser la diversité, semer la discorde et fragiliser les institutions démocratiques. Autre tendance observable, l'émergence des mouvements structurés de tendances extrémistes, nationalistes, qui articulent un discours à la fois xénophobe et raciste à l'endroit des groupes de personnes perçus comme une menace, conçue aussi un défi existentiel à la démocratie. Adresser les injustices historiques et structurelles. En fait, nous savons que chaque société est façonnée par l'histoire, et beaucoup d'entre elles continuent de porter des structures et d'inégalités fondées sur les hypothèses racistes, transmises de génération à l'autre et produisant encore aujourd'hui des effets néfastes. Adresser ces effets néfastes dans une perspective systémique et politique et au moyen d'une justice réparatrice constitue un défi de taille dans la lutte contre le racisme systémique. L'enjeu de cette question de réparation, réparatrice, n'est pas que mémoriel, mais il invite à explorer les possibilités et perspectives de faire advenir un monde meilleur, à tout le moins un monde où l'architecture de la gouvernance mondiale serait mieux équilibrée. À l'Union africaine, par exemple, le thème de l'année 2025 porte sur la justice pour les Africains et les personnes descendantes africaines, avec une feuille de route sur les réparations. Et parallèlement à cela, la nouvelle décennie des Nations Unies des personnes africaines 2025-2034 débute cette année. On pourrait se demander comment ces deux perspectives peuvent offrir un nouveau cadre de réflexion stratégique sur comment adresser les injustices historiques. Je voudrais simplement rappeler que le CEDRE est en train d'élaborer une recommandation sur les réparations. Le racisme, la discrimination, la xénophobie et l'intolérance qui est associée constituent le déni d'égalité envers d'autres êtres humains sur la base de la race, de l'apparence ethnique. Lorsque les institutions ou des processus démocratiques utilisés pour justifier l'exclusion ou l'oppression de certains groupes, la démocratie elle-même devient déformée. C'est là que l'état de droit devient essentiel. La fonction du droit, pour te le rappeler, tant national qu'international, est de traduire le principe de non-discrimination en normes contraignantes sur la manière dont les États et les individus doivent agir. Ces règles ont un double objectif. Premièrement, garantir des protections juridiquement contraignantes et des recours effectifs aux victimes de discrimination. Et deuxièmement, d'imposer clairement aux gouvernants et à nous-mêmes l'obligation de ne pas agir de manière discriminatoire. En ce sens, l'état de droit fournit le cadre indispensable pour garantir que la démocratie ne soit pas une rhétorique creuse, mais une vérité vécue fondée sur l'égalité. C'est précisément dans ces perspectives normatives que la Convention joue un rôle central.
la Convention fournit le cadre international pour prévenir et éradiquer la discrimination, tout en promouvant l'égalité raciale et la cohésion sociale. Deux fondements indispensables à la démocratie dynamique, inclusive et résiliente. Avec 181 recommandations dans le monde, avec 181 recommandations en décembre 2023, il s'agit de l'un des traités relatifs aux droits humains les plus ratifiés dans le monde, ce qui témoigne d'une reconnaissance quasi universelle et de l'incompatibilité entre le racisme et la gouvernance démocratique. Le comité est chargé de surveiller l'application de la Convention. Dans son examen des États parties, il se concentre en particulier sur les groupes protégés par la Convention, notamment les minorités nationales, ethniques et religieuses, les personnes d'ascendance africaine, les peuples autochtones, les Roms, les migrants, les réfugiés, les demandeurs d'asile et les apatrides, en veillant précisément à ce qu'ils jouissent pleinement de leurs droits sans discrimination. Au-delà de son rôle de surveillance, le comité élabore des orientations faisant autorité par le biais de ces recommandations générales, notamment par exemple la recommandation numéro 32 sur les mesures spéciales, la recommandation numéro 35 sur la lutte contre le discours de haine raciste, la recommandation numéro 34 sur les personnes africaines, numéro 30 sur la discrimination à l'endroit de nos ressortissants, numéro 23 sur les populations, sur les peuples autochtones et numéro 27 sur les Roms, et en particulier, en plus de celles qui concernent la xénophobie et les réparations dont je viens de mentionner tout à l'heure. Je vais maintenant, Monsieur le Président, passer à quelques-unes des bonnes pratiques ainsi qu'aux difficultés que le comité a identifiées en examinant les rapports des États parties. Bonnes pratiques et défis. Renforcement des cadres législatifs. La Convention exige des États qu'ils promulguent et appliquent les lois interdisant l'exclusion raciale dans tous les aspects de la vie politique et privée. Le comité relève que plusieurs États ont eu à adopter des réformes constitutionnelles, des lois anti-discrimination et des amendements au code conformément à l'article 4 de la Convention. Cependant, de nombreux cadres ne disposent pas d'une définition complète de la discrimination raciale telle qu'elle est énoncée à l'article 1, en particulier en ce qui concerne la couleur, l'ascendance et l'origine ethnique. Des lacunes critiques subsistent aussi dans la lutte contre les problèmes tels que les discours de haine et les pratiques policières qui s'apparentent à des profils raciaux. Plus précisément, de nombreux États ne disposent pas de lois érigeant expressément en infraction les discours de haine raciste et les crimes de haine, comme l'exige l'article 4 de la Convention. Mise en place d'institutions efficaces. Le comité note que de nombreux États ont créé des institutions nationales et nommé des envoyés spéciaux pour lutter contre le racisme. Bien qu'il s'agisse d'une mesure positive, le comité s'est préoccupé par l'insuffisance des ressources financières, techniques et humaines allouées à ces organes qui limitent la capacité de s'acquitter efficacement de leur mission. Collecte des données statistiques fiables. Les données fiables et désagrégées restent essentielles. De nombreux groupes protégés en vue de la Convention internationale sont confrontés à l'invisibilité statistique en raison de l'absence de collecte de données ethno-raciales, ventilées par race, couleur, origine nationale et ethnique. Bien que certains pays aient fait des progrès en incluant, comme cela a été rappelé, l'auto-identification ethno-raciale dans le recensement et les enquêtes, les données mondiales restent en série de défis. L'absence de données, vous aurez compris, empêche le comité d'évaluer pleinement la situation des groupes protégés par la Convention et évaluer l'efficacité des mesures de lutte contre le racisme. Je voudrais aussi revenir sur permettre si l'existence plein effectif des dispositions de la Convention. Le comité a noté que partout, par exemple, où des mesures spéciales et ciblées sont prises, il y a eu des progrès dans des domaines tels que la participation. Cependant, les groupes protégés par la Convention internationale sur l'élimination continuent de souffrir et de la pauvreté discriminée et d'avoir un accès limité aux services. Évaluation dans le domaine des droits de l'homme. Le comité a souligné qu'il est important de disposer d'une éducation aux droits de l'homme à tous les niveaux. Il est fortement recommandé d'enseigner l'histoire du colonialisme et l'esclavage. En conclusion, Monsieur le Président, les travaux du comité démontrent que la démocratie et la lutte contre le racisme sont non seulement compatibles, mais qu'elles se renforcent mutuellement. La protection de l'égalité et de la dignité par tous est à la fois l'essence de la démocratie et le cœur de la Convention. Pour terminer, dans un monde de plus en plus étreint par une crise de l'angoisse collective, un monde qui a besoin de paix et de démocratie, il nous semble important, il nous semble impératif que le Conseil des droits de l'homme puisse continuer à accorder une attention accrue aux menaces et défis qui pèsent sur la démocratie et qui tendent à normaliser le racisme. Je vous remercie.